Bonsoir les amis. Alors, petit résumé de la partie 1 et 2. Alors, on a pu rencontrer notre héros, Montag, qui, dans le monde de Fahrenheit 451, est un pompier. C'est-à-dire que son métier, contrairement aux pompiers de notre monde, est de brûler les livres. Il n'a pas une lance incendie qui balance de l'eau, il a un lance-flamme pour brûler les livres. Et donc ce personnage, Montag, on peut dire que dans le monde de Fahrenheit 451, il fait partie du système. C'est un agent du système. Il remplit sa mission et il en tire une certaine fierté, une certaine joie. C'est sur la joie que lui procure le fait de brûler des livres que de brûler tout court, que s'ouvre le livre. Et l'élément déclencheur du bouquin, ce qui va le mettre en mouvement, c'est une jeune femme du nom de Clarisse qui va faire quelque chose qui lui était jamais arrivé, qui va lui poser des questions. Et elle va d'ailleurs lui poser une grande question, elle va lui demander « Est-ce que vous êtes heureux ?» Et en fait, toute la beauté de ce livre, c'est que c'est cette question-là qui va le mettre en mouvement, qui va commencer à le faire réfléchir. Bon, au stade où on en est, c'est ça le travail. Ça lui pose des questions, ça le questionne, ça le change, c'est en train de commencer à le changer. Et donc, après qu'il ait rencontré Clarisse, il rentre chez lui et il tombe sur sa femme qui vient apparemment de faire une tentative de suicide à coups de somnifère. Et donc il appelle les secours qui viennent la secourir. Et en fait, plutôt que de tomber sur des médecins euh, plein d'humanité comme on aurait dans notre monde, il tombe sur deux techniciens qui activent une machine qui lui nettoie l'estomac et lui change le sang. Comme une opération de routine, comme s'il venait changer le téléphone, de façon très déshumanisante. Et il en est choqué, il en est vraiment dégoûté. Et à la question que lui a posée Clarisse, il se rend compte qu'il va répondre par la négative, qu'il n'est pas heureux. Donc on s'est laissé sur Montag qui s'endormait auprès de sa femme après qu'elle a été soignée suite à sa tentative présumée de suicide. Fahrenheit 451, partie 3. À 9h du matin, le lit de Mildred était vide. Montag s'empressa de se lever, le cœur battant, se précipita dans le couloir et s'arrêta à la porte de la cuisine. Un toast jaillit du grille-pain argenté. Une main araignée métallique la saisit au vol et l'inonda de beurre fondu. Mildred contempla le toast transféré sur son assiette. Les abeilles électroniques chargées de faire passer le temps bourdonnaient déjà dans ses oreilles. Elle leva soudain les yeux, vit son mari et lui adressa un petit signe de tête. « Ça va » demanda-t-il. 10 ans de pratique des radios D avaient fait d'elle une virtuose de la lecture sur les lèvres. Nouveau hochement de tête, elle relança le grille-pain pour lui faire cracher un autre toast. Montag s'assit. « Je ne comprends pas pourquoi j'ai une faim pareille, déclara sa femme. Tu... J'ai une de ces fringales. Cette nuit, commença-t-il. J'ai mal dormi. Je me sens au 36e dessous. Dieu que j'ai faim. Je n'en reviens pas. Cette nuit, reprit-il. Elle regardait ses lèvres d'un œil distrait. Eh bien quoi, cette nuit? Tu ne te souviens pas? De quoi? On a fait une fête à tout casser ou quoi? J'ai vaguement la gueule de bois et... Qu'est-ce que j'ai faim? Qui était là? Un peu de monde. C'est bien ce que je pensais. Elle mastiqua son toast. Je me sens un peu barbouillé, mais j'ai une faim de tous les diables. J'espère que je n'ai pas fait des bêtises au cours de la soirée. Non, dit-il calmement. Le grille-pain lui dépêcha un toast beurré. Il le tint dans sa main avec un sentiment de reconnaissance. Tu n'as pas tellement l'air en forme non plus, observa sa femme. En fin d'après-midi, il se mit à pleuvoir, et le monde entier vira au gris sombre. Debout dans le couloir, Montag ajusta son insigne barré d'une salamandre orange en feu. Il resta un long moment à regarder l'évent du climatiseur. Dans le salon télé,
Sa femme prit le temps de lever les yeux du scénario dans lequel elle était plongée. Eh, fit-elle, mais on dirait que notre homme réfléchit. Oui, je voulais te parler. Il marqua un temps. Tu as avalé tous les comprimés de ton flacon hier soir. Moi? En voilà une idée, lui retourna-t-elle surprise. Le flacon était vide. Jamais je ne ferai une chose pareille. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Peut-être que tu as pris 2 comprimés, oublié, et que tu en as pris 2 autres, encore oublié, et ainsi de suite, jusqu'à être tellement dans les vapes que tu as continué et tu en as pris 30 ou 40. Mais pourquoi en venir là, sapristi? Pourquoi me laisserais-je aller à une pareille idiotie? Je ne sais pas. Visiblement, elle attendait son départ. Jamais je n'ai fait ça, dit-elle. C'est impossible. Comme tu voudras. C'est comme ça, et pas autrement. Elle se replongea dans son scénario. Qu'est-ce qu'on donne cet après-midi demanda-t-il d'un ton las. Elle ne releva pas les yeux de son texte. Eh bien, c'est une dramatique qui va passer sur les murs écrans dans 10 minutes. On m'a expédié mon rôle ce matin. J'ai envoyé des coupons de participation. Ils écrivent le scénario avec un rôle manquant. C'est une idée nouvelle. La femme d'intérieur, c'est moi, joue le rôle manquant. Quand on en arrive aux répliques sautées, ils me regardent tous des 3 murs et je lis mon texte. Ici par exemple, l'homme dit: Que pensez-vous de tout cela, Hélène? Et il me regarde assise ici, au centre de la scène, tu vois. Et je réponds. Elle s'interrompit et souligna du doigt une ligne de texte. Ça me semble parfait. Ensuite, l'histoire continue jusqu'à ce qu'ils disent: Êtes-vous d'accord, Hélène? Et je réponds: Et comment? Hein, Guy, que c'est amusant, non? Debout dans le couloir, il la dévisagea. Moi, je trouve ça marrant, dit-elle. De quoi ça parle? Je viens de te le dire, il y a 3 personnages: Bob, Ruth et Hélène. Ah bon? C'est vraiment amusant. Et ça le sera encore plus quand on pourra s'offrir l'installation du 4e mur. Dans combien de temps crois-tu qu'on aura assez d'argent de côté pour faire remplacer la 4e cloison par un mur écran? Ça ne représente que 2000 $. C'est-à-dire le tiers de mon salaire annuel. Rien que 2000 $. Tu pourrais bien penser à moi de temps en temps. Si on avait un 4e mur, ce serait comme si cette pièce n'était plus la nôtre, mais celle de toutes sortes de gens extraordinaires. On pourrait se passer d'un certain nombre de choses. On se passe déjà d'un certain nombre de choses pour payer le 3e mur. Son installation ne remonte qu'à 2 mois, si tu te souviens. Pas plus que ça? Elle le regarda un long moment. Eh bien, au revoir, mon chéri. Au revoir. Il s'arrêta et se retourna. Est-ce que ça finit bien? Je n'en suis pas encore arrivé là. Il revint sur ses pas, lut la dernière page, hocha la tête, referma le document et le lui rendit. Puis il sortit sous la pluie. L'averse se calmait, et la jeune fille marchait au milieu du trottoir, la tête rejetée en arrière, exposant son visage aux dernières gouttes. Elle sourit en voyant Montag. Salut! Il lui rendit son salut et ajouta: Qu'est-ce que vous mijotez à présent? Je continue de faire la folle. C'est bon de sentir la pluie. J'adore marcher sous la pluie. Je ne crois pas que j'aimerais ça. Il faut essayer pour savoir. Ça ne m'est jamais arrivé. Elle se lécha les lèvres. Même le goût de la pluie est agréable. C'est à ça que vous passez votre temps? À tâter de tout au moins une fois? Parfois 2? Elle regarda quelque chose au creux de sa main. Qu'est-ce que vous tenez là? Dit-il. Je crois que c'est la dernière fleur de pissenlit de l'année. Je ne pensais pas en trouver une sur la pelouse à cette saison. Savez-vous qu'on peut s'en frotter le menton? Regardez. Elle porta la fleur à son menton tout en riant. Et ça sert à quoi? Si ça déteint, c'est que je suis amoureuse. Alors? Il n'avait guère d'autre choix que de regarder. Eh bien, dit-elle. Vous avez le dessous du menton tout jaune. Chouette. Essayons sur vous maintenant. Ça ne marchera pas avec moi. Attendez. Avant qu'il ait pu faire un geste, elle lui avait appliqué la fleur de pissenlit sous le menton. Il eut un mouvement de recul et elle éclata de rire. Ne bougez pas comme ça. Elle lui examina le menton et fronça les sourcils. Alors, demanda-t-il, quel dommage, vous n'êtes pas amoureux? Mais si, ça ne se voit pas.
Je suis même très amoureux. Il s'efforça d'évoquer un visage pour confirmer ses paroles, mais en vain. Je vous assure. Je vous en prie, ne faites pas cette tête. C'est votre pissenlit, là. Tout s'est déposé sur votre menton, et c'est pour ça que ça marche pas avec moi. Oui, ça doit être ça. Bon, voilà que je vous ai contrarié. Je le vois bien. Je suis désolé, sincèrement. Elle lui effleura le coude. Non, non, s'empressa-t-il de répondre. Tout va bien. Il faut que je m'en aille. Alors dites-moi que vous me pardonnez. Je ne veux pas que vous soyez fâché contre moi. Je ne suis pas fâché. Contrarié, oui. Il faut que j'aille voir mon psychanalyste à présent. On me force à y aller. J'invente des choses à lui raconter. Je ne sais pas ce qu'il pense de moi. Il a dit que je suis un véritable oignon. Il n'en finit pas de peler mes couches. Je n'ai pas de mal à croire que vous ayez besoin de ce psychanalyste. Vous ne parlez pas sérieusement. Montag poussa un grand soupir. Non, enfin, je ne parle pas sérieusement. Mon psychanalyste veut savoir pourquoi je vais me promener, pourquoi je marche dans les bois, pourquoi je regarde les oiseaux et collectionne les papillons. Un jour, je vous montrerai ma collection. Bonne idée. Ils veulent savoir ce que je fais de mon temps. Je leur dis qu'il m'arrive de rester simplement assise à réfléchir. Mais je ne leur dis pas à quoi. Je les fais marcher. Il y a aussi des fois, je leur dis que j'aime renverser ma tête, comme ça, et laisser la pluie couler dans ma bouche. On jurerait du vin. Vous n'avez jamais essayé? Non, je... Et vous m'avez pardonné, n'est-ce pas? Oui. Il réfléchit un instant. Oui, je vous ai pardonné. Dieu sait pourquoi. Vous êtes bizarre. Vous êtes agaçante. Mais on n'a aucun mal à vous pardonner. Vous dites que vous avez 17 ans? Enfin, le mois prochain. Comme c'est curieux. Ma femme a 30 ans et pourtant, il y a des fois où vous paraissez beaucoup plus âgé. Ça me dépasse. Vous aussi, vous êtes bizarre, monsieur Montag. J'en arrive parfois à oublier que vous êtes pompier. Et maintenant, est-ce que je peux encore vous fâcher? Allez-y. Comment ça a commencé? Comment vous êtes retrouvé là-dedans? Comment avez-vous choisi votre métier? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce travail? Vous n'êtes pas comme les autres, j'en ai vu quelques-uns, je sais. Quand je parle, vous me regardez. Quand j'ai dit quelque chose à propos de la Lune hier soir, vous avez regardé la Lune. Jamais les autres ne feraient ça. Les autres me planteraient là et me laisseraient parler toute seule. Ou me menaceraient. Personne n'a plus le moindre instant à consacrer aux autres. Vous êtes un des rares à pouvoir me supporter. Voilà pourquoi je vous trouve tellement bizarre que vous soyez pompier. Ça ne vous va pas du tout dans un sens. Il sentit son corps se scinder en deux, devenir chaleur et froidure, tendresse et dureté, tremblement et impassibilité. Chaque moitié grinçait contre l'autre. Vous feriez bien d'aller filer à votre rendez-vous, dit-il. Et elle fila, le laissant debout sous la pluie. Ce ne fut qu'au bout d'un long moment qu'il retrouva l'usage de ses membres. Et puis très lentement, tout en marchant, il renversa la tête en arrière sous la pluie, même si ce ne fut que quelques instants, et ouvrit la bouche. Bon, et bien une fois de plus, ça a été intense. Alors, donc Montag se réveille, il essaye de parler à sa femme, de d'essayer de lui parler de ce qui s'est passé la veille, et elle refuse d'en parler. Elle refuse, pour elle, il ne s'est rien passé, clairement, elle a complètement occulté cet événement, et elle est déjà en train de se créer un autre scénario pour justifier ce qui s'est passé hier, et pourquoi à la fin. Mais alors, il y a plein de choses dans ce petit chapitre que je vous ai lu. Par exemple, le fait que elle vit tout le temps avec des écouteurs, en fait. Ce qu'il appelle les D-radios. D-radios, c'est des espèces de... comme des petits écouteurs qu'elle a tout le temps, qui lui parlent constamment, à tel point qu'elle lit sur les lèvres. Elle n'entend même plus le monde extérieur, elle lit sur les lèvres. Et en plus, elle passe toutes ses journées à la maison, à regarder la télé,
sauf que là, c'est carrément des murs écrans, et que tout autour d'elle, dans la pièce, c'est sur 3 murs. Et en fait, elle lui demande d'acheter le quatrième. Et ça me fait penser, je pense que c'est voulu, mais au quatrième mur du théâtre. C'est-à-dire qu'au théâtre, vous avez les 3 murs de la scène, et le quatrième mur, c'est le mur qui sépare du public, des gens. Ce qui sépare les acteurs des gens. Et là, elle veut un écran pour son quatrième mur. Et comme une façon de murer le quatrième mur. On dit souvent que le théâtre, bah, il y a il y a des spectacles qui essaient de casser le quatrième mur, où les acteurs sur la scène tentent de parler directement au public. Mais là, c'est vraiment murer le quatrième mur et isoler complètement à l'intérieur de la scène les acteurs, et dont la femme de Montag, en plus, joue dans des pièces par les murs écrans, des scénarios qui lui sont transmis, et en fait elle joue comme sur une pièce de théâtre, mais complètement fermée sur scène, sans spectateur. Et c'est extrêmement fort. Et donc c'est construit, c'est séparé en deux parties. Le moment où il essaye de parler à sa femme, mais qui elle lui est complètement déconnecté euh, physiquement par les écouteurs, et moralement en fait, il n'arrive pas à l'atteindre, et il sort et il tombe sur cette jeune fille en train de s'amuser sous la pluie, qui elle va vers lui. En fait, lui il essaye d'aller vers sa femme le fuit, et en sortant, elle lui rentre dedans en fait. Elle lui a rentré dedans physiquement, et là elle lui rentre dedans en le fracassant de questions, elle le martèle. Elle le martèle à tel point que avant elle avait juste ouvert une petite brèche, et là il est carrément scindé en deux. À la fin il est scindé en deux, on le voit. Il sentit son corps se scinder en deux, devenir chaleur et froidure, tendresse et dureté, tremblement et impassibilité. Chaque moitié grinçait contre l'autre. Donc là, la transformation qu'a initiée Clarisse vraiment prend de l'ampleur. Il en est à ce que ça soit moitié-moitié. Voilà. Donc je trouve que le style et comment tout est condensé, c'est super. Voilà, j'adore Breton. Bon, bah on se retrouve bientôt pour la partie 4.